D'être avec nous, porte-parole du syndicat Unité Police, puisqu'on va parler de ce qui est arrivé à Christophe Beaugrand et à son mari Ghislain. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Vous le savez, on en a beaucoup parlé dans les médias parce que l'animateur et son mari ont été victimes de homejacking dans leur domicile à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. On va revenir dans un instant sur ce qui s'est passé. On va se demander pourquoi les stars sont autant visées et puis surtout pourquoi désormais on attaque les gens la nuit, parce que ça m'intrigue beaucoup. Avant, les cambriolages, ça se faisait 2 jours, c'est-à-dire qu'ils surveillaient, ils faisaient attention, les cambrioleurs, de rentrer quand vous n'étiez pas là, mais désormais ils n'ont pas peur, ils rentrent la nuit, ils vous tapent dessus et on a failli avoir un drame vraiment avec ce qui s'est passé avec Christophe et son mari, parce que le mari est tombé par le balcon. Alors heureusement ils étaient pas très haut, ils étaient à 3 mètres, au premier à 3 mètres de hauteur. Malgré tout, il a dû être opéré, il a passé du temps à l'hôpital. Christophe Beaugrand s'est confié ce matin, il a témoigné. Je vous propose d'écouter un extrait de ce témoignage, c'était sur TF1. C'est notre chien qui a aboyé tout de suite parce qu'elle a entendu un bruit bizarre et après j'ai entendu une espèce de boom. J'ai compris tout de suite. En fait, je pense qu'on a une espèce de réflexe de survie et on dort au premier étage. Donc le bruit venait du rez-de-chaussée, probablement de la porte d'entrée, mais on n'a pas le temps de réfléchir dans ces moments-là. Moi, je me suis levé d'un bond et je suis monté dans la chambre de mon petit garçon qui dort au 2e étage. On a 3 niveaux dans notre maison et je l'ai pris dans son lit, il comprenait rien, et je savais pas quoi faire parce que je me dis si je redescends, je vais me retrouver nez à nez avec les malfaiteurs. Donc j'étais bloqué au 2e étage. Et là, je suis sorti par la fenêtre et on est monté sur le toit avec mon fils. J'ai entendu mon mari hurler au secours, au secours, et après j'ai plus rien entendu. Je tenais mon fils dans les bras qui me disait mais qu'est-ce qui se passe, il a 5 ans, donc il est petit. Donc je lui expliquais qu'il fallait que ça allait bien se passer, qu'il y avait peut-être des voleurs qui étaient là, que les policiers allaient arriver, qu'il était fort, qu'il était un super-héros, qu'il fallait pas faire de bruit, surtout pas faire de bruit. Et intérieurement, je priais pour que personne ne monte parce que les voleurs allaient voir qu'il y a une fenêtre ouverte et ils allaient forcément nous trouver sur le toit. Ça m'a fait penser, vous savez, dans ces films d'horreur, quand il y a un personnage qui se cache, il se cache dans un endroit où il va forcément se faire choper ou peut pas s'enfuir. Et quand on regarde le film, on dit mais qui sont cons cette nuit-là. Et je me suis dit ça. Sur le coup, vous vous êtes dit ça? Oui, je me suis dit mais que je suis con de m'être mis sur le toit, que il n'y a pas d'échappatoire. Mais après, là, c'est un réflexe. J'ai voulu sauver mon fils. Christophe Beaugrand qui était ce matin sur TF1, il était dans l'émission Bonjour, il s'est confié, il a parlé de ce qu'il avait vécu, il en avait déjà parlé hier soir, c'était dans le 20h de TF1 également. Je voudrais qu'on soit très pratique d'abord, Reda Bellage, pour commencer. Quand il vous arrive quelque chose comme ça, quand vous êtes chez vous, vous entendez du bruit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut descendre, il faut appeler les secours, comment il faut réagir ? Je me suis toujours posé la question, parce que là vous entendez Christophe qui explique qu'il est descendu. Est-ce que c'était la bonne solution ? Oui, déjà c'est vérifié, et puis parce que vous avez on en parlera peut-être plus tard dans l'émission, mais avant, fut un temps où, à partir du moment où la personne ou le voleur ou l'agresseur entendait qu'il y avait des gens dans le domicile, il se sauvait. Mais aujourd'hui, c'est justement, ils le font exprès en fait. Il faut qu'il y ait maximum de personnes sur place, de la famille pour eux malheureusement, ou un enfant c'est encore mieux, parce que c'est des gens qui sont des barbares, si je puis me permettre. C'est des gens en fait, si jamais ils savent qu'ils ont un moyen de pression en termes de proches, pour eux ça facilite la coopération de la victime, parce que c'est tout le but d'un homejacking, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport au cambriolage, est complètement différent. Justement, ils le font la nuit parce qu'ils savent qu'il y a moins de policiers forcément. Déjà, en Ile-de-France, on est beaucoup moins, à mon sens, par rapport à la délinquance et la violence que la société connaît. On n'est pas assez en termes d'effectifs. Déjà, en journée, vous n'êtes pas assez nombreux. Déjà, la nuit, c'est encore pire. Du coup, ils savent qu'on est beaucoup moins nombreux. Deuxièmement, ils sont sûrs d'avoir, s'ils sont à minimum de préparation, ils sont sûrs d'avoir des victimes potentielles dans le domicile, notamment des enfants, ou pour les couples, le mari ou la femme, comme ça a été le cas dans cette affaire, dans l'affaire de Monsieur Guillon aussi. Et en fait, justement, leur but, c'est d'être violent,
de faire peur. Et de réclamer un code, de réclamer de l'argent, c'est ça, parce qu'il faut faire pression en fait. Ça peut finir, malheureusement, on l'a vu avec les affaires de Bitcoin, ça peut très très mal tourner. C'est un phénomène qu'on connaissait avant, mais ils s'attaquaient à des gens par exemple qui faisaient les marchés parce qu'on savait qu'ils avaient de l'argent liquide chez eux. Et maintenant, on remarque en fait que la réponse pénale elle est tellement faible qu'on a une démocratisation du système et des gens, des petites équipes qui se créent et qui se spécialisent là-dessus et qui attaquent soit dans le 8e arrondissement, soit dans les Hauts-de-Seine parce qu'il y a quand même une population. Mais voilà. C'est la même chose, ça existe aussi dans les autres villes de France. Oui, ça arrive, ça peut arriver à n'importe quel endroit. Il suffit juste, en fait, ces délinquants maintenant, ils font comme nous les policiers, c'est-à-dire ils mènent leur enquête via les réseaux sociaux ou via des réseaux qu'ils ont, des livreurs Uber Eats, peu importe. Mais en tout cas, ils arrivent à trouver, une fois qu'ils ont trouvé la victime avec un profil qui leur convient, où ils savent qu'ils peuvent trouver des produits de luxe, qu'ils savent qu'ils peuvent trouver de l'argent liquide, qu'ils peuvent avoir un moyen de pression, pour eux, c'est bingo. Alors, ça c'est intéressant parce que ça met bien le contexte, mais je reviens à ma question, excusez-moi, parce que c'est très pratique, en fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on entend quelque chose ? Oui. Parce que moi, je parlais avec un syndicaliste sur CNews il y a 48 heures, justement, quand c'est arrivé, et le syndicaliste me disait, faut pas oublier que la nuit, vous avez le droit à l'autodéfense quand vous êtes chez vous et quand quelqu'un rentre chez vous. Donc, n'hésitez pas. Alors, moi, ça m'a un peu... Oui, tout à fait. Et ça, faut faire attention. Du coup, ça a un peu fait débat en plateau, parce que beaucoup ont réagi. Je sais plus si c'est septembre, octobre, j'ai mal préparé l'émission, je suis désolé, mais on avait un cas comme ça. Je pensais que c'était Cyril, c'est pour ça. Non, c'est vrai. Il est moins rigoureux sur la question. C'est ça. C'est pas ce que je voulais dire. C'est dégueulasse, je suis fâché avec lui. Non, mais je crois que c'est au mois de septembre. Je sais plus à quel moment exactement on avait une prolifération de ce type de fait où on a affaire sur Paris où un individu, un voisin, a voulu avoir un réflexe. Il pensait que c'était un cambrioleur. Il a poignardé la personne. Il me semble que la personne est décédée. Alors que le gars, en fait, c'est un livreur. Donc je pense déjà, je déconseille, je sais pas quel syndicaliste, mais je respecte tout le monde, je déconseille de se faire justice soi-même. Mais est-ce que c'est vrai que la nuit, vous avez droit à l'autodéfense quand quelqu'un rentre dans votre domicile ? Le collègue Florian, dans l'affaire Naël. Ça n'en parle pas. Et il était dans les critères pour faire usage de son arme. On voit le résultat aujourd'hui. Voilà. Si ça peut vous résumer un peu la société, comment elle fonctionne aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il faut coopérer avec les individus. Si vous avez le réflexe... c'est le conseil que vous donnez, coopération. Voilà, coopération. D'accord. Pourquoi prendre des risques ? Parce qu'aujourd'hui, vous arrivez devant des individus qui savent qu'ils vont pas aller en prison, souvent qui sont mineurs, qui savent qu'ils risquent pas grand-chose, et donc qui sont prêts à prendre, qui font pas preuve de discernement, et qui sont hyper violents. Mais je serais d'accord même. À un moment, c'est énervant, honnêtement, c'est assez énervant d'entendre sans arrêt dire « Ah oui, mais les mineurs, ils risquent rien ». Quand est-ce qu'on va bouger là-dessus ? Parce que les mineurs qui sont utilisés dans les trafics de drogue, dans les homejacking, dans les cambriolages, à chaque fois, parce qu'ils risquent la moitié de la peine, c'est ce que dit la loi en général, quand on est mineur, on risque la moitié de la peine qui est normalement attribuée aux adultes, il y en a marre. Donc il faut bouger. Écoutez, vous prêchez un convaincu. Faut savoir déjà que nous, en termes d'investigation, pour le coup, on a des très très bons résultats sur les homejacking, puisqu'on arrive, de manière générale, sur la France, on arrive en moyenne à résoudre 40% des affaires, ce qui est très très bien. On a développé la police technique et scientifique, parce que c'est l'élément numéro 1. Qui dit quelqu'un qui fait qui manque de discernement. En général, on arrive à trouver aujourd'hui de l'ADN, les empreintes, c'est très très rare parce qu'ils sont quand même préparés. Mais on arrive à remonter. On a des systèmes. Voilà. Bon, bref, je ne vais pas tout vous divulguer. Ce serait dommage pour mes collègues. Mais je sais que déjà quand il y a une personnalité qui est victime, il y a un protocole qui existe. C'est-à-dire qu'automatiquement, c'est une PJ qui prend. Soit un groupe de répression du banditisme, soit une brigade de répression du banditisme. Donc c'est des très gros services qui sont ultra préparés, qui ont pas mal de moyens, et on est très très efficient de ce côté-là. Mais Jules Torres, est-ce qu'en fait on n'est pas en train de payer le laxisme de ces dernières années vis-à-vis de ces mineurs ? Ces mineurs aujourd'hui, ils ont très vite compris, tout le monde a compris, utiliser des mineurs parce qu'ils ne risquent pas grand-chose. Et c'est terrible parce qu'on voit ça se développer partout dans la société. Oui, et bien souvent, ces homejacking, ce sont le fait de groupes très bien organisés. En effet, vous avez raison de le dire. Ils sont tellement bien organisés qu'ils savent toute l'impunité qui peut régner parfois en France. Et c'est la raison pour laquelle, bien souvent, ils envoient des gamins. C'est la même chose pour le narcotrafic. Des gamins entre 13 et 18 ans. Il y a l'excuse de minorité. Donc, de toute manière, ils savent qu'ils ne feront pas beaucoup de prison, que bien souvent, ils n'en feront même pas, puisqu'on a une surpopulation carcérale qui est à 135%, que l'application des peines dans notre pays, on l'a, je crois, vu en marge du week-end dernier, après les violences qu'a connu Paris et les comparutions immédiates qui ont délivré du sursis ou des aménagements
d'aménagement de peine, eh bien ça ne fonctionnait pas en France. Donc c'est la raison pour laquelle aussi les homejacking sont en progression en France. Il faut savoir qu'il y en avait un peu moins de 3500 en 2022. On est quasiment à 4000 en 2024 et en 2025, on sera sur les mêmes chiffres. Donc voilà, ce qu'on a, c'est il y a eu un recul de l'autorité. Donc forcément, les barbares, les pillards et ceux qui violentent, eh bien ils en profitent. Et Reda, l'autre jour, j'ai vu un tueur à gages recruté à 12 ans. Ouais, Oui, vous oui, savez, 12 ans. le tueur du chauffeur de VTC à Marseille, il avait 14 ans, il avait mais été 12, vous recruté imaginez, pour ça. 12 ans, c'est un enfant à 12 Bien ans. sûr. La particularité du homejacking, justement, ce qui est grave, moi, c'est les remontées que j'ai de mes collègues de GRB ou de BRB, c'est que on décriminalise souvent. C'est-à-dire que normalement, vu les infractions, il y a plusieurs circonstances aggravantes, c'est cour d'assises directe. Voilà, il n'y a pas de sujet. C'est main armée, violence, voilà, il y a tous les critères. Et non, vous avez certains magistrats, très souvent, ils décriminalisent, on passe en correctionnel du coup, et du coup les peines elles sont encore plus faibles. Les gens n'arrivent pas à les appliquer, mais en plus elles sont encore plus faibles. On va faire une pause et puis on va continuer à en parler dans un instant. Et je vous ferai écouter Christophe Beaugrand qui parle de l'agression de son compagnon et qui va raconter ce qui s'est passé, comment son compagnon s'est retrouvé sur le balcon, comment il a fait cette chute de 3 mètres, puis hospitalisation derrière et une énorme frayeur parce que une chute comme ça, elle peut faire de gros dégâts. Il aurait pu rester paralysé selon comment il tombait. On en reparle dans un parler de Christophe Beaugrand sur Europe 1. Christophe Beaugrand et de son homejacking et surtout on essaie de se projeter ça sur nous. Essayer de voir ce qui peut nous arriver, ce qui peut vous arriver également, vous, auditeurs d'Europe 1. Écoutez Christophe Beaugrand qui, ce matin, sur TF1, est revenu sur l'agression de son compagnon. En fait, il a compris ce qui se passait aussi. Il est resté au premier étage au niveau de la chambre et il est descendu par la fenêtre sur le balcon du rez-de-chaussée qui donne ensuite sur le jardin en contrebas et il voulait partir pour alerter, donc en passant par le balcon et en descendant dans le jardin. Mais manque de peau, ils l'ont vu, donc ils sont sortis sur le balcon et alors qu'il était en train d'essayer de grimper pour descendre dans le jardin, ils lui ont balancé un coup de... Ghislain dit un club de golf sur la tête et du coup il est tombé de 3 mètres sur le sol, sur la terrasse qui est en dessous. Donc, point de suture, mais surtout, de 5 cm la balafre. Mais surtout blessure à cause de la chute. Exactement, blessure à cause de la chute. Il est parti. Heureusement, il s'est pas évanoui. Il m'a dit qu'il avait failli. Il a eu un étourdissement, mais il y a eu l'instinct de survie. Il est parti en courant dans le jardin et il est allé tambouriner chez une voisine. On connaît bien nos voisins, donc ils ont appelé la police tout de suite. Mais moi, je savais pas ce qui se passait. J'étais toujours en haut sur le toit avec mon fils dans les bras et la police a quand même du temps à arriver. Je pense que les voleurs sont partis tout de suite quand ils ont vu que mon mari s'enfuyait, je suppose. Mais ça, vous ne l'avez Moi, vu j'entendais rien, donc je savais pas ce qui allait se passer. Donc ça a été très 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 long. Christophe Beaugrand qui était ce matin sur TF1 dans Bonjour, que vous venez d'entendre sur Europe 1, il expliquait l'agression de son mari et comment les choses s'étaient déroulées. Reda Bellage, est-ce qu'ils ont eu le bon comportement dans ce qu'il raconte ? Oui, déjà ils ont pas été ils ont pas essayé de se défendre parce que vaut mieux pas s'exposer parce que sachant en plus qu'il y a un enfant à peine âgé de 5 ans, donc c'est très risqué. Je pense qu'ils ont eu le bon réflexe, mais on en voit de plus en plus. J'ai envie juste de dire aux gens de garder votre téléphone à côté de vous. Vous savez, maintenant vous avez ne serait-ce que sur l'Apple Watch, vous avez juste appuyé sur un bouton ou même sur le téléphone les boutons d'alerte le SOS, en fait. oui, exactement, et vous êtes relié directement aux forces de l'ordre ou au service de santé. Et du coup, vous devez signaler, vous criez, appel au secours par exemple, par la fenêtre, ça va déjà rameuter. Et puis les individus, ils ont peur parce que leur but à eux, c'est de rester quand même s'ils veulent être violents et faire peur, c'est d'être discret. À partir du moment où ils vont avoir du bruit dans la maison et qu'ils peuvent se faire repérer très facilement, là, à ce moment-là, en général, ils prennent la fuite. Catherine Rambert, notre star. C'est très juste ce que vous dites, parce que moi, je m'étais renseignée auprès d'une société de surveillance de maison, et pour un reportage, et puis à titre personnel, il y a différents systèmes maintenant qui sont mis au point. C'est-à-dire que si vous êtes rentré chez vous, que quelqu'un veut vous agresser quand vous rentrez chez vous, elle propose de faire des codes d'accès contraints. C'est-à-dire que vous faites un code pour rentrer chez vous, et si quelqu'un vous menace, vous faites un code contraint qui n'est pas le code normal, et ça envoie une alerte à la société de surveillance. C'est bien ça. C'est très bien. Il y a aussi les boutons panique, c'est-à-dire c'est comme des montres que vous mettez partout à la maison, notamment près des tables de nuit. Vous entendez du bruit, vous avez peur, vous appuyez sur le bouton, ça envoie un message à la société de surveillance. Et dernière chose, ils m'ont dit que c'était le plus efficace, c'est déclencher l'alarme de la maison. C'est-à-dire que le bruit, un bruit énorme, les fait fuir. Parce qu'ils m'ont dit, effectivement, vous disiez que les policiers sont déjà que pendant la journée, ils sont moins disponibles parce que c'est compliqué pour eux. Ils me disent pour eux, c'est pareil. Le temps qu'on arrive,
on met une vingtaine de minutes pour arriver. Souvent, ils sont partis. Ils ont fait les dégâts. Alors, juste par rapport à ça, ce qui est très très difficile, madame, c'est que alors moi, je l'ai pas vécu comme ça, parce que moi, je l'ai vécu côté policier, mais combien de fois, quand vous retrouvez déjà face que vous êtes même policier sur un cambrioleur, où le mec, il est cagoulé, armé, ça fait je peur. vous dis, même nous, policiers, voilà, la peur, elle permet de garder le contrôle. On est entraîné pour ça. On fait des entraînements régulièrement, pas assez à mon goût, mais on en fait régulièrement. Mais les gens sont pas préparés à ça. Et en fait, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'avoir ce réflexe, en fait, toujours le bon réflexe, c'est pas faire une connerie. Et je pense qu'à un moment, il faut que les gens, ils peuvent prendre je pense que c'est déjà se rassurer pour rester calme. Pour rester calme, je pense que c'est tout con, mais prendre des cours de self-défense, c'est des petits détails, mais non, mais c'est pas ça, madame. C'est pour pouvoir appréhender et pour pouvoir, parce que je trouve que les conseils des sociétés de surveillance sont assez pertinents quand même. On parle du pendant, non, je suis d'accord avec vous, mais on parle du pendant, mais il faut penser aussi à l'après. Voilà. Et à l'après, une femme, un homme qui se fait avec ses enfants, des cambrioleurs qui sont rentrés chez lui armés ou avec des clubs de golf qui ont été violents en tout cas, le traumatisme, il peut s'apparenter à un viol. Bien sûr. Psychologiquement, les gens, souvent, moi j'ai vu des victimes, ils se remettent jamais d'actes comme ça. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Reda, c'est-à-dire qu'en général, ils vont souvent sur des familles où il y a des enfants, parce qu'ils savent que les enfants, c'est un moyen de pression terrible. Ils vont surtout là où il y a de l'argent. Ils pressentent qu'il y a de l'argent. Le moyen de pression de l'enfant, Catherine,